sur cette cinquième partie du module, du chapitre 1 de notre module sécurité avec le Cisco Learn Account. Donc, dans cette partie, nous allons parler des choses un peu compliquées, un peu complexes, et ça intéresse surtout ceux qui font la sécurité des bases de données, parce que là, on parle des applications que nous allons mettre dans un serveur et qui sont accessibles à distance par des utilisateurs. Donc, ça concerne beaucoup les gens qui sont dans la base de données, qui veulent sécuriser leur base de données. Et il faut comprendre que faire des bases de données, c'est bien, mais comprendre le réseau pour pouvoir mettre la sécurité, ça, c'est encore autre chose qu'il faudrait comprendre. Donc, on va parler de cross-site scripting. Cross-site scripting, on va le voir, comment on va faire des attaques de cross-site, comment on va faire parler le code, euh, quelque chose dont tu n'es pas supposé faire, et ce qui va permettre à l'attaquant, celui qui veut attaquer la carte, d'avoir des informations sur votre application. Donc, il y a ce qu'on appelle les injection code. On injecte des codes et plusieurs codes et de plus en plus, on discute avec le système jusqu'à avoir le mot de passe et aussi le username de la personne. Personnellement, on me l'a fait dans mon email personnel, professionnel, et le monsieur m'a envoyé mon username et mon mot de passe parce qu'il a fait des injections de code jusqu'à avoir toutes ces informations-là. Donc, c'est pour vous dire que surtout pour les entreprises et ceux qui font de la base de données, c'est réel, c'est courant, ça arrive tout le temps. Donc, le débordement de tampons, c'est aussi une manière d'excéder la mémoire de votre équipement, de votre serveur, ce qui fait que le serveur n'aura plus un comportement normal. Ça se passe avec les switches. Quand on le bourre la mémoire tampon, le switch réagit comme un hub. Donc, le hub, c'est un équipement qui n'est pas intelligent. Voilà, c'est pour ça qu'on ne l'utilise plus. Alors, un équipement qui dégrade jusqu'à agir comme un hub, il n'y a plus de mesures de sécurité à respecter. Maintenant aussi, il y a l'exécution des codes à distance avec ce qu'on appelle les meta-exploits. C'est un projet, c'est de la sécurité. Donc, ça permet, vous, en tant qu'administrateur réseau, de réfléchir comme un hacker et faire du pen testing tel que le hacker le fait. Parce que quand on est agent de sécurité, il faut réfléchir comme un criminel. Sinon, tu ne pourras pas déjouer le plan des criminels. Donc, il y a des autres attaques aussi, on va en parler, il y en a beaucoup. Maintenant, pour les protections via les applications, il y a des mesures basiques à faire pour pouvoir se protéger. On va parler des courriers indésirables. Vous en recevez beaucoup. C'est pas anodin. C'est des courriers qui sont là pour faire un travail qui est vraiment spécifique. Le phishing aussi, comment dire, hein, c'est une manière de permettre à quelqu'un de mordre à l'appât comme un poisson. Il y a aussi ce qu'on appelle le phishing. Le phishing, c'est de le faire avec un téléphone. Appelez la personne, donc vous allez recevoir un code, envoyez-moi le code. Comme ça se fait hein, avec Wave, là, les gens qui vous appellent. Ce qu'on appelle du phishing, c'est du voice phishing. Maintenant, il y a aussi comment on se protège maintenant avec les emails et votre navigateur. Ça, c'est des bonnes pratiques qu'il faut faire tout simplement. Voilà, c'est un peu long, mais on va accélérer pour qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. Le but, c'est aussi de prendre ton temps et de lire. Maintenant, c'est quoi un script cross-site scripting, ce qu'on appelle intersite? Donc, c'est une vulnérabilité très courante que les hackers utilisent, comme par exemple, si vous voyez ici, l'hacker, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de t'envoyer un message, le message dans lequel il va essayer après quand tu cliques, de mettre quelques codes dans ton navigateur. Et toi, tu vas utiliser ton navigateur pour aller visiter un site web. Maintenant, quand tu visites le site web là, tu vas taper tes mots de passe, tu vas taper tes usernames et le site va enregistrer ça. Lui, il a déjà injecté des cookies dedans, ce qui va lui permettre de le récupérer et de revenir sur des sites et maintenant de faire usurper ta personnalité et puis de l'utiliser sans problème. Donc, ce qu'on appelle le cross-site scripting, voilà, c'est le même site, mais différents utilisateurs qui utilisent voilà, les mêmes informations parce qu'il a réussi à l'avoir en t'envoyant un email et aussi, manque de prudence, vous avez cliqué l'email. Maintenant, il y a d'autres, ce qu'on appelle code injection. Code injection, c'est travailler avec la base de données. Donc, ça prend du temps. Il faut comprendre les langages d'abord. Est-ce que la personne utilise SQL? SQL, il y a des gens SQL, c'est le SQL ou MySQL, ou bien XML, donc, ou bien PHP.
ces langages qui essaient que vous utilisez, bon, ou bien même Django, pour gérer votre base de données et tout, il y a des codes que tu peux faire avec XML pour pouvoir faire quoi? Essayer maintenant de traiter avec l'application. Parce que tout simplement aussi, c'est l'application qui n'a pas, primo, l'application n'est pas écrite avec un code propre. Autre chose aussi, votre réseau n'est pas sécurisé par un firewall, ce qui permet à la personne aussi d'accéder directement au serveur. Maintenant, comme il a accès au serveur et il comprend le langage que vous utilisez, soit c'est XML, soit c'est SQL, il y a aussi des fichiers qui se trouvent dans les équipements Windows qu'on appelle les DLL, les Dynamic Load Directory, où on a déjà le chemin où se trouvent maintenant les données. Donc, ce qui va lui permettre de faire des injections et de pouvoir détourner ça. Il y a aussi le LDAP qui gère les utilisateurs d'un réseau. C'est comme un peu Active Directory, mais ça, c'est Lightweight Directory Access Protocol. C'est open source et les gens peuvent l'utiliser pour tout simplement injecter des codes et quand il injecte des codes, il le fait étape par étape et ça prend du temps, mais le hacker prend aussi son temps. Et aussi, tant que ta base de données est accessible et qu'il peut faire des requêtes, ça va marcher. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher. Maintenant, le problème, c'est que faut pas laisser la base de données, le serveur accessible. Donc, il faut mettre un firewall, mettre des mesures, voilà, pour que la personne n'y accède pas. C'est pour cela la sécurité, c'est très important. Même si vous faites la base de données, même si vous faites autre chose, il faut connaître l'architecture du réseau, connaître la sécurité. Enfin, maintenant, on va parler, si vous voulez parler de base de données, vous pouvez le faire. Mais sans cela, ça va être compliqué. Maintenant, il y a aussi des attaques de débordement de tampons, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont des zones de mémoire affectées à une application. Maintenant, la personne peut tout simplement essayer d'inonder cette mémoire-là, essayer de compromettre un tout petit peu cette mémoire, de compromettre le système. Donc, c'est des failles de mémoire que le hacker va utiliser pour avoir un contrôle sur votre application, pour que l'équipement dans lequel cette application est hébergée ne fait plus le rôle de tel que vous l'avez spécifié, parce que tout simplement, il y a un débordement de tampon, c'est-à-dire de mémoire, qui fait que l'application n'est plus gérable tel que voilà, vous l'avez fait. En modifiant les données, au-delà des limites d'une mémoire de tampon, l'application accède à la mémoire allouée à d'autres processus. Maintenant, ces processus-là, ça peut entraîner des soucis pour maintenant la gestion de cette application-là. Donc, la mémoire est très importante. C'est pour cela aussi, avec le langage C, bon, il faut vider un tout petit peu la mémoire pour que la machine puisse avoir du temps, voilà, pour pouvoir. C'est comme par exemple quand vous aussi, vous récupérez, vous êtes fatigué, vous récupérez, vous videz, vous inspirez, vous expirez. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus lucide dans ce que vous faites. Donc, le débordement de mémoire, ça ne permet pas à l'équipement de bien travailler et le hacker peut le faire pour tout simplement déjouer ce que l'application devait faire. Maintenant, il y a l'exécution des codes à distance. Donc, l'exécution de codes à distance permet à un criminel de tirer parti des vulnérabilités d'une application. Si l'application est vulnérable, si l'application ne respecte pas les codes, c'est pour cela, euh, si vous regardez bien, dans iOS, dans Apple Store, pour qu'une application puisse être acceptée là-bas, il faudrait qu'on regarde bien est-ce que l'application respecte les normes de sécurité. C'est la même chose aussi pour Play Store. Donc, si vous ne respectez pas ça, votre application ne sera pas admise là-bas. Donc, il y a des normes pour créer des applications. Maintenant, si par exemple la personne peut maintenant accéder à votre application, échanger les privilèges et avoir un privilège d'administrateur, donc là, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant, il y a le projet Metasploit. Metasploit, c'est un projet de sécurité informatique qui fournit des informations sur les vulnérabilités de sécurité et facilite les tests de pénétration. Donc, ce que exactement les hackers font pour pénétrer votre réseau. Vous aussi, vous devez en être conscient et pouvoir faire ces Metasploits-là. Donc, Metasploit, c'est aussi un cadre, un framework que les développeurs utilisent pour exécuter des codes d'exploitation sur des cibles distantes. Donc, c'est un tout petit peu comme du computer forensics, connaître vraiment les registries des ordinateurs, les mémoires, tout ça. Ça va vous permettre aussi de bien comprendre le projet de Metasploit, qui est un projet de sécurité pour
injection de code à distance. Maintenant, il y en a d'autres, hein, d'autres attaques d'application. Bon, donc, chaque information qu'un hacker reçoit sur un système ou une application ciblée peut être utilisée à sa guise. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des cross-site request forgery, ce qu'on appelle falsification des requêtes intersites. Ça décrit l'exploit malveillant d'un site web ou d'une commande non autorisée sont envoyés à travers un navigateur d'un utilisateur de l'application web. Maintenant, comme ce qu'on a dit tout à l'heure avec le cross-site scripting, c'est un peu la même chose avec le navigateur de l'utilisateur. Essayer à partir de là d'infecter le site avec des codes qui permettent maintenant aux hackers d'entrer par une porte dérobée. Il y a des attaques à condition de concurrence qui permettent au lieu que votre processeur fait quelque chose en un temps tel pour faire quelque chose tel, ils essaient de changer l'ordre spécifique, de gérer les tâches dans un ordre spécifique et obligé d'effectuer deux opérations ou simultanément en même temps, ce qui va un tout petit peu dérégler les règles, ce qu'on appelle des attaques à condition de concurrence. Il y a des attaques de gestion inappropriée des entrées, donc les données saisies par un utilisateur qui ne sont pas correctement validées peuvent affecter les flux de données d'un programme et provoquer des vulnérabilités critiques dans les systèmes. C'est surtout comme par exemple les débordements de mémoire tampon avec les injections de MySQL. Donc, des gestions inappropriées des entrées, ça peut entraîner beaucoup de problèmes donc, sur votre base de données. Il y a aussi les erreurs. Parce qu'une erreur, ça envoie un message pour dire que le hostname est tel. Donc, de ces messages d'erreur-là, de ces messages d'erreur que le hacker reçoit, ça lui permet aussi de mieux orienter ses attaques parce que un message d'erreur qui te dit que le hostname tel ne marche pas, alors tu connais le nom du hostname. Donc, ça va te permettre d'avoir des informations juste avec des erreurs, des messages d'erreur que le hacker est en train de recevoir. Donc, je dis tout ça, c'est possible parce que le hacker a accès à ton serveur, peut-être parce que tu n'as pas de firewall et ça risque de poser des problèmes. Donc, il y a les API, Application Programming Interfaces, qui sont utilisés comme un peu sur PHP. Là, les gens utilisent des API pour un peu communiquer avec le système. Donc, ça fournit des réponses à l'utilisateur et à un système et renvoie une réponse au système d'utilisateur. Donc, une attaque API se produit lorsqu'un criminel abuse d'un terminal API. Parce que le API est là. Ça te permet de communiquer avec le système. Maintenant, lui, il vient, quelque chose qu'on a fait pour communiquer normalement. S'il a accès là-bas, il va en faire des requêtes et il va abuser de cette utilisation de cette API-là. Il y a des attaques de répétition. Il s'agit d'une situation de transmission de données valide et répétée ou retardée de manière malveillante ou frauduleuse par un hacker, donc qui intercepte et modifie. Voilà, il y a comme man in the middle des attaques où on va recevoir le paquet et essayer de rediriger aussi le paquet, intercepter, modifier et renvoyer les données pour que le récepteur fasse ce qu'il veut. Voilà, ainsi c'est des attaques qu'on appelle attaques de répétition, il y a des attaques par traversée de répertoire, il y a aussi des attaques par épuisement de ressources. Donc, il faut bien lire pour avoir une idée. Épuisement de ressources, c'est comme par exemple le débordement de tampons. Donc, ces attaques peuvent bloquer le fonctionnement de votre matériel, rendre votre matériel indisponible, submerger les ressources matérielles jusqu'à ce que le serveur ne peut plus fonctionner. C'est comme par exemple un déni de service, denial of service. Donc, c'est des attaques de serveurs, surtout sur les applications. Il y en a beaucoup et quand on fait la base de données, il faut en être conscient. Il faut aussi avoir un réseau d'abord qui te permet de sécuriser cet ensemble-là. Donc, il y a des protections contre les attaques. Il y a des protections. Donc, pour les protections, la première ligne de défense contre une attaque qui cible une application consiste à écrire un code propre. C'est-à-dire, il faut écrire un code robuste. Il faut d'abord respecter les codes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des erreurs de code, ça peut entraîner des problèmes très sérieux. Donc, d'abord, il faut que le code soit propre. Comme j'ai dit, les applications qui sont admises dans Play Store, des applications qui sont admises dans Apple Store, parce que le code est propre d'abord. Vous avez respecté les standards. Sinon, ça ne sera pas accepté là-bas. Il faut aussi une pratique de programmation prudente implique, traite et de valider toutes les entrées extérieures
à une fonction comme si elles étaient hostiles. Maintenant, les entrées extérieures sont hostiles. Donc, le firewall ne fait jamais confiance aux entrées extérieures. C'est-à-dire, c'est des requêtes qui sont initiées de l'extérieur. Tout ce qui est extérieur en informatique, c'est le outside. Et le outside est considéré comme la zone où il y a vraiment zéro fiabilité. Donc là, il faudrait considérer ces entrées de l'extérieur comme quelque chose qui est hostile à votre application ou bien à votre réseau. Il y a aussi le fait de maintenir tous les logiciels, y compris les systèmes d'exploitation à jour. Et aussi, il ne faut pas ignorer les mises à jour et savoir que les mises à jour aussi, ce n'est pas tout le temps automatique. Donc, il ne faudrait pas, avant de mettre à jour quelque chose, il faut regarder bien, est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour? Voilà. Donc, au moins, ces trois logiques-là, si on les respecte, faire un très bon code, considérer les requêtes de l'extérieur comme dangereuses, hostiles, et aussi essayer de faire des mises à jour et de maintenir un système qui est à jour. Ça peut aussi vous aider à éviter certains soucis. Donc, il y a aussi les courriers indésirables, les spams. Tout le monde en reçoit tous les jours. Mais les courriers indispensables, ils ont bien un rôle, hein, ils ont un rôle bien déterminé. Donc, de nombreux spams sont envoyés en masse par des ordinateurs infectés, infectés de virus, de vers et tout ça. Et il y a aussi une manière de reconnaître ces emails-là, on va le voir. Donc, les fournisseurs d'accès Internet, comme au Sénégal, ici, on a Orange, il y a MTN, Vodafone quelque part. Eux aussi, ils vont jouer un peu à vous aider à classer les spams dès qu'ils viennent. Ils vont essayer voilà, de mettre un dispositif qui peut écarter, par exemple, certains spams, parce que parfois, on ne peut pas les empêcher, mais au moins, on peut les traiter de manière à ce que ces messages-là ne nuisent pas. Donc, il y a un côté spam où les spams vont être envoyés là-bas directement. Maintenant, quelques indicateurs de spam. Spam, l'email n'a pas d'objet d'habitude. Un email spam, il vient comme ça, d'habitude, ça n'a pas d'objet, mais il y en a qui ont des objets. L'email spam vous demande de mettre à jour votre système. Il faut vous demander de mettre à jour votre système, de mettre à jour les informations de votre compte. Donc, si tu le mets, il a les informations là. Parce que déjà, c'est quelqu'un, quand tu reçois un email, comme par exemple le cross-site scripting qu'on a vu tout à l'heure, déjà sur l'email, il a déjà infecté votre navigateur et il vous demande de mettre à jour votre mot de passe. Et quand vous mettez votre mot de passe, il l'envoie directement au hacker. Et maintenant, le hacker utilise ton username et ton mot de passe. Donc, le texte de l'email contient des mots mal orthographiés ou bien une ponctuation étrange parce que c'est des trucs parfois qui sont générés par un système. Donc, l'email contient des liens très longs ou difficiles à lire, des liens. L'email aussi ressemble à être correspondant d'une entreprise légitime. Ça peut être, on peut te dire que c'est une entreprise légitime derrière, mais il y a des différences minimes où il contient des informations qui ne vous semblent pas pertinentes, donc il faut bien regarder. L'email vous demande d'ouvrir vos pièces jointes, souvent en urgence, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez télécharger les fichiers et tout ça. Donc là, si vous recevez un courrier qui contient un ou plusieurs de ces indicateurs-là, donc vous ne devez pas ouvrir ça. Voilà, de nombreuses entreprises font confiance maintenant euh, à leur équipe IT, donc qui va leur permettre de réceptionner l'email et de regarder est-ce que tout va bien. Donc, il faut une équipe qui est là, qui va essayer de scanner. D'habitude, même parfois, Google, quand vous voulez entrer dans un site quelque part, ou bien des fichiers joints, ils scannent d'abord pour s'assurer que ce fichier-là n'est pas infecté de code malveillant. Le phishing, comme on l'a dit, hein, le phishing est une forme d'activité frauduleuse, souvent utilisée pour voler des informations. Donc, il y a le phishing très avancé qu'on appelle hameçonnage ciblé. Voilà, donc ça, c'est des attaques hautement ciblées. L'esprit phishing envoie des emails personnalisés à une personne spécifique en fonction des informations que le hacker connaît. Comme par exemple, moi, je peux entendre que vous voulez acheter une voiture, vous voulez ceci, vous voulez ceci. Donc, ça, c'est ciblé. Je vous envoie des emails spam qui disent qu'il y a des voitures qui se vendent par occasion, qui sont bien, prix moins cher, voilà, ainsi de suite. Donc, toi, tu es intéressé, et bien, tu cliques parce que c'est ce que tu veux, et bien, voilà, tu tombes dans un site, et maintenant, voilà, si tu mets trop d'informations te connaissant, tu t'exposes. Il y a aussi ce qu'on appelle le phishing, le farming et le whaling. Donc,
les hackers utilisent un large éventail de techniques, hein, voilà. Donc, le phishing, c'est quoi? Comme on dit, c'est du phishing, mais avec le voice. Le phishing, c'est appeler quelqu'un, comme ça se fait souvent avec Wave. Quelqu'un te dit, tu vas recevoir un code, et quand tu reçois le code, tu me l'envoies parce qu'il participe à ta, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle du phishing. Le farming, c'est un type d'attaque qui te redirige directement vers un site web, euh, une fausse donc, c'est une attaque qui redirige directement les utilisateurs vers une fausse version d'un site web officiel. Donc, tu peux avoir ta banque, voilà, voilà, ce truc-là, il te redirige vers comme le site web officiel, mais c'est pas ça. Pourquoi? C'est pour que tu te trompes et que tu te mets à mettre tes initiales, tes mots de passe et tout. Il y a le whaling. Le whaling, comme son nom l'indique, c'est une baleine. Donc, ça, c'est pour les gros poissons. Donc, c'est des types de phishing qui sont orientés vers les hommes politiques, vers les organisations, vers les célébrités ciblées, et ça peut leur permettre d'avoir des données de ces personnes-là, ce qu'on appelle le whaling. Whale veut dire baleine, donc c'est pour vraiment les gros poissons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces problèmes-là? La plupart des fournisseurs d'accès Internet FAI filtrent les spams. Ça, c'est bien avant qu'ils atteignent la boîte de réception de l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui peut réduire un peu les problèmes. Maintenant, il y a aussi des antivirus qui te permettent de scanner quelque chose avant de télécharger, n'est-ce pas? Il y a aussi, les entreprises aussi doivent former leurs collaborateurs sur les dangers des emails. Il faut faire de l'ingénierie sociale à vos employés pour qu'ils comprennent les dangers qui se cachent dans l'informatique. Il faut toujours analyser les pièces jointes avec votre programme antivirus. C'est très important. Maintenant, on vous demande aussi de devenir membre de l'Anti-Phishing Working Group, qui est une association internationale qui partage sur des faits de sécurité en informatique, et ça va vous permettre de comprendre en fait tout ce qui se passe en informatique. Donc, tous ces logiciels-là doivent être mis à jour aussi. C'est très important, rectifier les correctifs et tout, parce que c'est super important, n'est-ce pas? Maintenant, il y a d'autres attaques, hein. Donc, actuellement, il y a les attaques physiques, il y a les attaques par intelligence artificielle, il y a les attaques de la chaîne de logistique, il y a les attaques aussi basées dans le cloud. Donc, ça, c'est de nouvelles attaques qui, avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de voir, ou bien des attaques tout simplement physiques, hein, attaquer l'infrastructure matérielle et tout, et les attaques de la chaîne logistique, voilà, parce que vous avez des partenaires aussi d'approvisionnement. Il y a aussi les attaques basées sur le cloud. Donc, le cloud, c'est là où vous avez mis vos équipements et tout. Et le cloud peut être attaqué. Donc, c'est des attaques actuellement qui arrivent et qui peuvent être normales. Voilà. Maintenant, ça, c'était la dernière partie de cette présentation, de ce premier chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que les domaines de menace et des zones de contrôle, l'autorité ou les zones d'autorité, les zones de protection que les hackers peuvent exploiter pour accéder à vos domaines. Donc, on a vu certains domaines, voilà, domaines de contrôle et tout. Bon, on a vu que les cybermenaces sont classées comme des menaces internes et externes. Donc, les cybermenaces comprennent les attaques, les erreurs, des sabotages, l'erreur humaine, les vols, les pannes, l'interruption de services, déni de services, catastrophes naturelles, tout ça. Et il y a l'ingénierie sociale qui est une stratégie non technique qui vise à manipuler les individus pour les amener à effectuer certaines actions, à divulguer des informations. Donc, il y a aussi les logiciels malveillants qui sont des codes qui sont utilisés pour voler, contourner, voilà. On a parlé du Greyware, une application qui se comporte de manière gênante. C'est une application qu'on trouve dans les portables. Comme je dis, parfois, les gens, quand ils téléchargent le navigateur, parfois Opera, tu vois des publicités que tu ne vois pas, des choses, voilà, qu'on appelle aussi ça, on appelle ça Greyware. Maintenant, on a vu des types d'attaques par injection, injection de code, avec le langage XML, SQL, bon, avec les DLD et aussi avec les LDAP, tout ça, c'est des attaques qu'on peut faire sur le serveur avec des codes, avec comment dire, le code injection, mais il faut maîtriser le langage avec lequel vous voulez faire ce code-là. Utilisez aussi des logiciels antivirus pour vous défendre contre les attaques par email navigation. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Maintenant, on a parlé pas mal attention.
de mots de termes comme cross-site scripting, on a parlé de SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, on a parlé de IA, IaaS, Infrastructure as a Service, on a parlé du Advanced Persistent Threat, APT, on a parlé de programme d'outils d'administration à distance, voilà, ça c'est les Common Vulnerability Exposure, indicateurs de compromis, le dark web. Voilà, c'est pas mal de termes qu'on a utilisés pendant ce cours et qui va vous permettre de vous introduire en sécurité et au moins de savoir que la sécurité, au début, c'est de la lecture, c'est une culture numérique. Si vous ne l'avez pas, ça risque d'être un peu compliqué pour vous exprimer et pouvoir suivre votre formation en informatique. Voilà, donc euh, c'est, c'est vraiment tout et on se, voilà, c'est vraiment tout. On se capte pour la prochaine fois. On a eu à faire, pour le deuxième chapitre, on a eu à faire de menaces courantes, tromperies, cyberattaques, attaques visant les terminaux et aussi attaques via les applications. Voilà, merci beaucoup.